Et si chaque bombe larguée, chaque sanction prononcée, n'était pas un accident tragique, mais une pièce essentielle dans la machine silencieuse de l'économie mondiale? Imaginez un instant que les guerres, les embargos et les grands discours politiques ne soient pas uniquement des réponses à des menaces, mais des outils sciemment utilisés pour façonner l'ordre économique global. Ce scénario, loin d'être une fiction dystopique, se répète inlassablement à travers les décennies, des premiers empires marchands jusqu'aux puissances actuelles. On nous assure que la guerre n'est qu'une anomalie, un malheur à éviter, que les sanctions servent la justice. Mais une question demeure, lancinante. Qui, dans l'ombre, récolte vraiment les fruits de ces drames? Les médias répètent les mêmes récits. Paix menacée, terrorisme, diplomatie. On nous montre des images poignantes de civils en détresse, d'immeubles effondrés, de dirigeants réunis autour de tables de négociation. Pourtant, ils taisent presque toujours les véritables bénéficiaires, ceux dont la fortune grandit à mesure que les bombes tombent et que les frontières se ferment. Prenons un exemple historique parlant. Pendant la Première Guerre mondiale, alors que des millions de jeunes hommes mouraient dans les tranchées, les grandes familles industrielles, comme les Krupp en Allemagne ou les Schneider en France, voyaient leurs profits exploser. Les commandes d'armes, de munitions et d'acier alimentaient une machine de guerre qui, paradoxalement, garantissait des dividendes records à une poignée d'actionnaires. Derrière chaque opération militaire, chaque embargo, chaque grand discours, se cache une bataille acharnée, la conquête des ressources, la domination des marchés et le contrôle de la richesse à l'échelle planétaire. Ce schéma se répète de la guerre du pétrole en Irak, aux tensions autour des terres rares en Afrique centrale, en passant par la ruée sur le lithium en Amérique du Sud. Ce n'est pas le hasard si, à chaque conflit, les mêmes géants industriels, fonds d'investissement et marchands d'armes voient leur valeur exploser, tandis que des peuples entiers s'enfoncent dans la pauvreté et l'incertitude. Regardez Gaza. Depuis plus de 15 années sous blocus, l'économie locale est brisée. L'électricité manque chaque jour. L'eau potable n'est plus qu'un luxe, la jeunesse sans avenir. Selon les Nations Unies, plus de 80% de la population dépend de l'aide humanitaire. Les négociations ne portent pas seulement sur des missiles ou des kilomètres de frontières. Elles masquent un marchandage constant, où la survie devient une monnaie d'échange. En 2014, après une offensive majeure, la reconstruction annoncée s'est transformée en un marché juteux pour des entreprises étrangères, tandis que les habitants attendèrent des années pour voir renaître une école ou un hôpital. Chaque trêve ne garantit rien. Elle suspend simplement le supplice, reléguant la population dans une attente perpétuelle. Voyez l'Iran. Les sanctions imposées par les puissances ne visent pas seulement les dirigeants, mais étranglent tout un peuple. Les ouvriers, les paysans, les familles perdent le prix fort. Un exemple frappant. L'essor du marché noir des médicaments, où des traitements vitaux coûtent parfois 10 fois plus cher qu'avant l'embargo. Ces mesures ne sont pas morales. Elles sont des armes économiques, sculptées pour déplacer l'équilibre du pouvoir, protéger les intérêts de ceux qui contrôlent l'énergie et faire taire toute concurrence gênante. Dans les années 90, les sanctions contre l'Irak avaient déjà montré ce pouvoir destructeur. Selon l'UNICEF, plus de 500 000 enfants irakiens seraient morts des conséquences indirectes de l'embargo, faute de médicaments et d'alimentation suffisante. L'histoire se répète, car la logique demeure inchangée. À chaque frappe, chaque nouveau blocus, la souffrance collective n'est pas un effet secondaire, c'est une ressource exploitée. Les marchés boursiers frémissent, les contrats d'armement affluent, le prix du pétrole s'envole, la spéculation fait rage. Le capitalisme mondial s'enrichit sur l'instabilité et transforme la détresse humaine en dividendes pour une élite bien précise. Pensez aux sociétés comme Lockheed Martin, Raytheon ou Dassault. À chaque annonce de conflit, leurs actions bondissent. De même, lors de l'invasion de l'Ukraine par la Russie, le prix du gaz a explosé, enrichissant les traders et les producteurs d'énergie en Europe et aux États-Unis. Ce n'est pas une théorie du complot. C'est la logique froide d'un système où la paix est devenue la véritable menace, car elle ferait chuter les profits et fragiliserait la domination de quelques-uns. Les crises à Gaza, les sanctions contre l'Iran, ou toute guerre économique ne sont pas des anomalies.
elles sont le mode de fonctionnement optimal de ce système. Tant que nous ne comprenons pas ces rouages, nous perdons notre pouvoir collectif, notre argent, notre temps, et la paix s'éloigne, transformée en mirage inaccessible. Mais qui sont ces acteurs qui profitent de l'instabilité, et comment transforment-ils chaque crise en opportunité? Pour comprendre l'ampleur du phénomène, il faut s'attaquer à la mécanique même de ce système. Pourquoi la trêve à Gaza n'a-t-elle jamais été qu'une parenthèse, un bref répit entre deux cycles de destruction et de dépendance? Pour comprendre, il faut dépasser les images habituelles de guerre et de négociation. Ce que l'on voit à l'écran ne montre jamais la mécanique profonde qui condamne une population entière à l'asphyxie. Depuis plus de 15 années, Gaza vit sous blocus. Les frontières sont hermétiques, l'économie étouffée. Les usines sont à l'arrêt, les commerces désertés, et le chômage frappe la majorité des jeunes. Privée de ressources, une société perd le droit de rêver, d'innover, d'imaginer une vie hors de l'enfermement. Pour comprendre la profondeur de cette asphyxie, imaginez une ville européenne coupée du monde pendant 15 années. Plus aucune exportation possible, les importations réduites à la portion congrue, la monnaie qui ne vaut plus rien, et les jeunes qui voient chaque année leurs rêves de départ ou d'ascension sociale s'effondrer. C'est le quotidien de Gaza. Quand le Hamas négocie une trêve, ce n'est pas seulement une question de stratégie politique ou militaire. Chaque clause porte une nécessité vitale. Eau potable, nourriture, électricité, soins médicaux, emploi. Rien de luxueux, juste les fondations d'une existence digne. Ainsi, chaque négociation devient une question de survie. Le blocus n'a pas que des conséquences économiques. Il façonne la mentalité collective. Résister, c'est rester humain, ne pas disparaître dans le silence et la misère. À Gaza, la résistance n'est pas un slogan, mais un réflexe vital face à l'étranglement. Même la reconstruction se révèle être une illusion. L'aide étrangère afflue, mais elle est contrôlée par des agences et entreprises extérieures qui gèrent les projets et captent les bénéfices. Les habitants reconstruisent à peine qu'ils savent déjà qu'ils ne seront pas les maîtres de leur destin. Un exemple. Après la guerre de 2014, des milliards de dollars de promesses d'aide ont été faites lors d'une conférence au Caire. Mais selon les ONG locales, seule une fraction de ces fonds sont réellement arrivés sur place, et une multitude de projets sont restés inachevés. Ignorer cette dimension économique, c'est détourner le regard devant une génération condamnée à la pauvreté, privée de liberté et de dignité. Ce n'est pas un simple dommage collatéral. C'est le cœur du problème, une mécanique qui se reproduit inlassablement. Mais Gaza n'est pas une exception. Cette logique d'asphyxie par la pauvreté et le contrôle se retrouve ailleurs, de l'autre côté du Moyen-Orient, jusque dans les rues d'Iran. Le blocus n'est qu'une forme d'arme économique. Les sanctions internationales contre l'Iran relèvent de la même logique destructrice, où la survie de millions de personnes devient une variable d'ajustement stratégique. Prenons un exemple concret. En 2018, après la sortie des États-Unis de l'accord sur le nucléaire iranien, les sanctions ont été rétablies. Le rial a perdu plus de 70% de sa valeur et des entreprises étrangères, craignant d'être sanctionnées à leur tour, ont quitté le pays en masse. Résultat, des milliers d'emplois perdus, des hôpitaux manquant de matériel et des familles contraintes de vendre leurs biens pour survivre. Et si la guerre moderne ne se jouait plus sur les champs de bataille, mais dans les salles de marché et les conseils d'administration? Aujourd'hui, la puissance ne se mesure plus en divisions blindées, mais en sanctions, en spéculation, en contrôle des flux et en manipulation de la rareté. Sans une seule détonation, une nation peut être paralysée, asphyxiée, effacée du commerce mondial. Ce phénomène n'est pas propre à l'Iran. L'exemple de Cuba, sous embargo depuis plus de 60 années, montre que la guerre économique est une arme qui traverse les générations. Malgré la levée temporaire de certaines restrictions sous Barack Obama, le retour des sanctions avec l'administration Trump a replongé l'île dans la pénurie, affectant l'accès aux médicaments, à la nourriture et à l'énergie. Prenons l'exemple des sanctions contre l'Iran. Présentées comme des armes propres au service de la paix, elles révèlent un visage bien plus sombre du pouvoir global. Punir économiquement, imposer une soumission sans merci. Derrière chaque décret, ce sont des millions de vies qui basculent. L'inflation dévore les salaires,
Les médicaments disparaissent, le chômage explose. Le quotidien se transforme en champ de bataille invisible, où chaque hausse de prix, chaque hôpital débordé, marque une victoire silencieuse de l'ordre économique imposé. Pour survivre, l'Iran recourt à des « shadow fleets », ces flottes fantômes qui brisent les embargos et transportent du pétrole vers l'Asie ou l'Afrique. Ces navires incarnent une lutte désespérée pour la souveraineté économique, face à un système qui dicte qui a droit de vendre, d'acheter, ou simplement d'exister commercialement. Chaque sanction porte un message brutal. Soumets-toi, ou sois effacé du grand marché. Pour illustrer cette dynamique, on peut remonter à l'embargo pétrolier contre le Japon en 1941, qui avait précipité l'attaque de Pearl Harbor. Le refus d'accès à l'énergie a été utilisé comme arme pour forcer une nation à faire des choix désespérés. Aujourd'hui, rien n'a vraiment changé, si ce n'est la sophistication des outils économiques. Mais cette guerre économique ne s'arrête pas à l'Iran. Elle s'étend, tissant une toile de rareté organisée et d'opportunités pour les spéculateurs. Des fortunes colossales se bâtissent sur la manipulation artificielle, tandis que la majorité subit l'injustice d'un capitalisme qui fait de la crise une routine rentable. Les sanctions, loin d'être des exceptions, sont devenues la norme d'un système qui institutionnalise l'inégalité à l'échelle de la planète. Face à la domination occidentale, de nouvelles alliances émergent. La Chine, la Russie et l'Inde multiplient les réseaux bancaires alternatifs, créent des corridors énergétiques inédits, expérimentent des monnaies de contournement. Un nouveau jeu d'influence s'installe, bouleversant les équilibres et menaçant la liberté économique de millions d'êtres humains. Prenons le cas du SWIFT, ce système de messagerie interbancaire contrôlé par l'Occident. Son exclusion de certaines banques russes en 2022 a incité la Chine et la Russie à développer leurs propres alternatives, comme le CIPS ou le système SPFS. Cette course à l'autonomie financière n'est pas anodine. Elle prépare le terrain à de nouveaux conflits économiques. Accepter sans question le récit officiel sur les sanctions, c'est cautionner un monde où la souffrance invisible des peuples enrichit une minorité. Notre avenir se décide dans l'opacité des marchés, loin du regard des citoyens. Tant que la guerre et la pénurie se révéleront plus lucratives que la paix, l'intérêt des populations restera sacrifié sur l'autel du profit et de la domination. Mais l'Iran n'est qu'un exemple parmi d'autres. Car derrière chaque crise ou embargo, le même mécanisme se répète, piégeant les populations dans une spirale de dépendance et d'insécurité. La paix, un idéal universel. Pas pour tout le monde. Dans l'ombre, certains intérêts voient la stabilité comme une menace directe à leur survie économique. Il existe un paradoxe rarement évoqué. La guerre n'est pas l'ennemi du capitalisme, mais parfois son carburant le plus efficace. Les conflits secouent les marchés, stimulent la production et alimentent un pan entier de l'économie mondiale. Chaque cessez-le-feu annoncé n'est donc pas seulement un enjeu diplomatique, mais aussi une question de profit, de contrat, d'emploi menacé. Pour comprendre ce paradoxe, rappelons la Deuxième Guerre mondiale, où l'économie américaine, sortie de la Grande Dépression, a vu son PIB doubler grâce à la mobilisation industrielle. Les entreprises comme General Motors, Ford et Boeing ont transformé leur production, générant des bénéfices inédits. Dès que la paix s'installe, les budgets militaires s'effondrent, les commandes d'armes disparaissent, les bénéfices fondent comme neige au soleil. Pour l'industrie de l'armement, les stratèges de la défense et les grandes banques d'investissement, la stabilité n'est rien d'autre qu'une mauvaise nouvelle. Les usines tournent au ralenti, les actionnaires s'inquiètent, la croissance ralentit et la machine économique s'enraye pour tous ceux qui prospèrent sur la tension. Un exemple contemporain. Après la chute de l'Union soviétique, la réduction des dépenses militaires a entraîné la fermeture de centaines d'usines de défense aux États-Unis et en Russie, provoquant chômage et crise locale. Mais dès les années 2000, avec la guerre contre le terrorisme, le secteur s'est réinventé, retrouvant croissance et investissement massifs. Les médias ne sont pas en reste. Les chaînes d'information en continu prospèrent sur le spectacle de la guerre, où chaque explosion, chaque discours belliqueux fait grimper l'audience et les recettes publicitaires. Les industriels, les fournisseurs de matériel et les financiers qui assurent ou soutiennent ces opérations, tous y trouvent à leur compte.
La guerre, c'est du contenu, du chiffre, du dividende. À chaque destruction succède la promesse d'une reconstruction. C'est un cycle infernal. On détruit, puis on signe des contrats lucratifs pour rebâtir. Les mêmes entreprises vendent des armes d'abord, puis décrochent les marchés pour reconstruire des ponts, des routes, des réseaux électriques. Ce cycle enrichit toujours les mêmes, sans jamais libérer les populations locales de leur dépendance. L'Afghanistan incarne cette logique. Après 20 années de guerre, des milliards de dollars d'aide ont afflué, mais selon des rapports du SIGAR, Special Inspector General for Afghanistan Reconstruction, une grande partie de ces fonds a profité à des sociétés étrangères, à des consultants occidentaux, et très peu à la population locale. À force de répétition, la guerre se banalise, s'intègre dans le système, devient presque invisible. Les intérêts des puissants s'enracinent, et le conflit ne se discute plus. Il s'impose. La paix, elle, apparaît comme une menace à l'ordre établi, un risque à éviter à tout prix. Mais si la paix devient une menace économique, que reste-t-il aux citoyens ordinaires? Ils se retrouvent piégés, prisonniers d'un système qui fabrique la crise pour nourrir ses profits et restreint chaque jour sa liberté de choix, son avenir collectif. Face à cette logique, une question s'impose. Existe-t-il une échappatoire? Peut-on sortir d'un modèle où la paix elle-même est suspecte, car dangereuse pour les puissants? Pour comprendre comment ces logiques se mettent en place, il faut regarder de plus près les alliances, les circuits financiers et les marchés qui prospèrent dans l'ombre des conflits. Le prochain acte dévoile les rouages secrets d'un système qui, partout dans le monde, transforme la souffrance en opportunité. Prenons l'exemple de la guerre en Syrie. Depuis 2011, le conflit a permis à des groupes privés, des milices et des puissances étrangères de s'approprier des champs pétroliers, des terres agricoles et de contrôler le commerce de l'aide humanitaire. Derrière la violence, une lutte acharnée pour l'accès aux ressources façonne le quotidien des habitants. Et si le véritable changement commençait par notre regard et nos actes, plutôt que par l'attente d'accords lointains ou de grandes conférences? Le pouvoir d'agir est déjà entre nos mains. Comprendre les ressorts économiques de la guerre, c'est refuser la résignation et la fatalité. Les conflits ne sont jamais une fatalité. Ils prospèrent quand nous délaissons leur cause profonde. Reprendre la main, c'est ouvrir l'économie à la démocratie. Cela signifie rendre enfin la parole aux travailleurs, aux communautés, à celles et ceux qui créent chaque jour la richesse sans jamais décider de son usage. Pour briser le cercle où une poignée impose ses choix à la multitude, il faut bâtir une économie qui respecte la justice et la voix de tous. L'histoire offre des exemples d'émancipation. En Norvège, la nationalisation des ressources pétrolières a permis à la population de bénéficier des profits, finançant l'éducation, la santé et la transition écologique. Ailleurs, des expériences de coopératives agricoles, comme au Brésil avec le mouvement des Sans-Terres, montrent qu'il est possible de reprendre le contrôle sur la production et la distribution. La paix n'est pas un rêve naïf, elle se construit par la coopération, l'autonomie économique et la rupture de l'organisation de la dépendance. Donner au peuple la maîtrise de leurs ressources, de leur production, de leurs échanges, c'est défaire les chaînes de la domination et de la violence. L'histoire le rappelle. Sans justice économique, aucun traité ne tient ses promesses. Quel rôle pouvons-nous jouer? Nos choix quotidiens, notre façon de consommer, d'investir, de nous mobiliser, pèsent lourd dans la balance. Chaque euro dépensé, chaque voix portée, peut soutenir une économie éthique et solidaire, tournée vers la reconstruction plutôt que vers la destruction. Même seul, refuser de financer la guerre ou la spéculation, c'est déjà affaiblir la logique de la violence. Prenons l'exemple des fonds de pension. En exigeant qu'ils désinvestissent des sociétés d'armement ou des énergies fossiles, des mouvements citoyens ont déjà obtenu des résultats tangibles en Europe du Nord et au Canada. Ce sont des victoires encore rares, mais qui montrent le potentiel d'action collective. Changer le système, c'est aussi rompre avec la peur qui nous tient immobiles. Cette peur, savamment entretenue, nous persuade que tout changement serait pire que l'immobilisme. Pourtant, l'histoire sociale montre, chaque progrès est né d'une décision de ne plus subir. Le risque est immense. Si nous ne revendiquons pas notre pouvoir politique et économique,
la logique du profit sur la guerre dominera encore nos vies, nos droits, notre avenir. Il est temps de dire non à l'impuissance et de replacer l'économie au service de la paix et du bien commun. Mais comment traduire ces principes dans des actions concrètes et accessibles à chacun? La réponse commence par un changement de conscience et d'engagement au quotidien. Refuser la guerre comme une fatalité, c'est déjà s'extraire de l'ombre où prospèrent les profiteurs. Rester immobile, c'est accepter que la paix soit un simple sursis, une fragile parenthèse entre deux tempêtes, pendant qu'une poignée d'acteurs impose ses règles sans jamais rendre de compte. Pour agir, il existe des pistes concrètes. Soutenir des associations d'aide directe aux populations touchées, privilégier des circuits courts et éthiques, s'informer sur l'origine des produits et des investissements, rejoindre des campagnes pour la transparence des marchés publics et l'arrêt des ventes d'armes aux pays en guerre. Combien de temps tolérerons-nous que le profit trace la frontière entre la vie et la mort, entre le possible et l'avenir volé? Gaza dévasté, l'Iran étranglé par les sanctions, la planète prise au piège d'une guerre économique, rien n'est spontané. Tout relève d'un système bâti sur la peur, la pénurie et l'instabilité organisée. Chaque cessez-le-feu reporté, chaque embargo imposé, ajoute au fardeau de millions de familles, d'enfants, de travailleurs, de peuples entiers condamnés à l'incertitude et à la dépendance. Les puissants, eux, restent à l'abri, tirant profit de chaque minute de tension. Il faut briser le silence. Dans ce modèle, la paix est vue non comme un idéal, mais comme un danger pour ceux qui accumulent les richesses sur notre dos. Tant que nous acceptons cette normalité, tant que nous restons spectateurs, notre dignité et notre avenir restent soumis à des calculs qui nous échappent. Pourtant, une autre voie existe. Questionner la logique du conflit, c'est refuser de devenir complice d'un cycle qui ne profite qu'à une élite. C'est exiger un système où l'économie sert l'humain, où la paix fonde notre avenir commun, et non un simple répit avant la prochaine crise. Ce n'est ni naïf, ni utopique. C'est le premier pas pour se libérer du piège tendu par ceux qui prospèrent sur notre impuissance. Imaginer la paix comme la norme, c'est reprendre la maîtrise de nos vies. C'est inverser la logique qui transforme la souffrance en dividende. Si nous nous taisons, nous laissons libre cours à ceux qui convertissent chaque instant de crise en bénéfice. Mais le moindre acte, la moindre parole, ouvre l'espace d'un débat, d'une alternative, d'une souveraineté économique véritable. N'acceptons plus que la guerre soit l'horizon indépassable de notre temps. Réclamons la transparence, interrogeons chaque décision, exigeons que l'économie redevienne un outil au service du vivant. Ce système n'est pas une fatalité. Chaque génération porte le droit de repenser les règles et d'inventer un ordre où ni la peur ni la misère ne dictent le progrès. Défendons la paix avec autant de détermination que d'autres défendent leurs privilèges. Ensemble, refusons l'ombre imposée par les profiteurs et bâtissons la lumière d'un autre possible. Oser regarder la réalité en face, c'est déjà ouvrir la voie vers le changement. Chacun de nous détient une part de la solution. L'histoire n'est pas écrite d'avance, et chaque choix individuel, chaque mobilisation collective, peut participer à inverser le cours des choses. Ne laissons plus les crises s'imposer comme des fatalités. Affichons notre solidarité. Soutenons l'exigence de justice économique et de paix véritable. Car la seule guerre qui mérite d'être menée, c'est celle contre l'injustice, la misère et la domination sans partage. Ce combat commence par une prise de conscience, se poursuit par l'action, et s'achève le jour où la paix ne sera plus un risque pour les puissants, mais un droit pour tous.